Bonjour à tous, je vous présente dans ce cours le système musculaire. Le plan du cours est le suivant. Tout d'abord, une introduction, une classification des muscles, description du muscle strié, on va surtout décrire le muscle strié. On verra après les structures annexes aux muscles, c'est-à-dire les structures de voisinage des muscles, anatomie fonctionnelle, exploration musculaire et on termine par les pathologies musculaires. L'introduction. Donc les muscles, on va définir les muscles. Donc les muscles sont des organes qui peuvent se contracter sous l'influence d'un stimulus. Les muscles sont des organes contractiles. Ce sont des organes qui peuvent se contracter sous l'influence d'un stimulus, sous l'influence d'une stimulation nerveuse ou électrique. Les muscles sont les éléments moteurs du squelette du corps. Les muscles sont les éléments qui font bouger le squelette ou les os du corps. Les muscles donc sont responsables des mouvements. Le mouvement de se lever, de s'asseoir, de manger, de parler. Voilà, les muscles sont responsables ou sont l'élément moteur du squelette. L'étude des muscles est appelée myologie. Donc la myologie est l'étude des muscles. L'unité élémentaire du muscle est appelée la fibre musculaire. L'unité principale ou l'unité de base du muscle est la fibre musculaire. Un ensemble de fibres donne un faisceau musculaire et un ensemble de faisceaux donne un muscle. Les rôles des muscles. Tout d'abord, la production du mouvement. Les muscles sont responsables de la production du mouvement. Ils sont responsables aussi du maintien de la posture. Les muscles maintiennent la posture. La posture, c'est la position ou l'attitude du corps. Comme par exemple ici, la posture ou la position assise. Les muscles sont responsables aussi de la stabilisation des articulations. Ils stabilisent les articulations. Ils ont aussi un rôle ou des fonctions viscérales. Vous voyez ici les différents viscères, l'estomac, le rectum qui est la partie terminale du tube digestif, le cœur, la vessie et l'utérus. Les muscles sont contenus dans les viscères creux. Un viscère creux est un viscère qui contient une cavité à l'intérieur avec une paroi. Donc les muscles se trouvent, surtout les muscles, donc on parle surtout des muscles lisses, donc ils se trouvent au niveau des parois des organes creux. Ils sont responsables des fonctions viscérales comme la digestion, la défécation, qui est l'émission des selles et des matières fécales, la propulsion du sang concernant le muscle cardiaque, l'accouchement et l'émission des urines ou la miction. Les muscles assurent aussi la protection des viscères. Alors, vous voyez ici la paroi thoracique ou la paroi thoracique musculaire et au niveau de l'abdomen, les muscles de l'abdomen, ils protègent les viscères contenus dans l'abdomen. Donc les muscles protègent les viscères. Les propriétés des muscles. Tout d'abord, la contractilité. Les muscles sont contractiles.
La contractilité est la capacité de se contracter, la capacité de se raccourcir pour assurer le mouvement. Sous l'influence d'une commande, toujours sous l'influence d'un stimulus. Donc sous l'effet ou sous l'influence d'une commande nerveuse, volontaire ou réflexe. Le mouvement réflexe ou le réflexe est une contraction musculaire involontaire, bien sûr qui est rapide. Les mouvements réflexes sont des réactions, généralement des réactions de défense, comme le retrait de la main en cas de brûlure. L'excitabilité, c'est la capacité à réagir et à propager une stimulation électrique. Les muscles ont la propriété, sont des organes excitables. Donc, l'excitabilité, c'est la capacité à réagir à une excitation. L'extensibilité. L'extensibilité est la capacité à s'étirer, le contraire de se raccourcir. Donc, la capacité à s'étirer au-delà de la longueur de repos. L'élasticité, c'est la capacité à retrouver sa longueur de repos, soit après un étirement, soit après une extensibilité, soit après une contraction. Donc, l'élasticité, c'est la capacité à retrouver la longueur de repos. La tonicité, c'est la capacité de conserver un certain état de contraction permanent. Donc, c'est la capacité de garder un état de contraction permanent. Donc, on appelle ça le tonus musculaire. Voilà pour les propriétés des muscles. Donc, on a la contractilité, l'extensibilité, l'excitabilité, l'élasticité et la tonicité. On passe au deuxième chapitre, la classification des muscles. Donc, on a 3 types de muscles. Un muscle strié, appelé encore muscle squelettique, un muscle lisse et le muscle cardiaque. On commence par le muscle strié. Le muscle strié est appelé encore muscle squelettique. Il est attaché, c'est-à-dire le muscle strié, il s'insère soit aux os, il s'attache soit au squelette osseux, soit à la peau. Donc les muscles striés s'attachent aussi à la peau. On les appelle muscles possiers. Les muscles possiers vient du mot peau, c'est-à-dire les muscles qui s'attachent ou qui s'insèrent au niveau de la peau. Comme exemple, les muscles possiers du visage qui sont responsables de l'expression du visage. Les muscles striés sont à cellules striées. Les cellules sont striées. À contraction, donc la contraction, elle est volontaire et rapide. Donc les muscles striés permettent de faire bouger le squelette de manière volontaire. Les muscles striés, ce sont des muscles volontaires. Donc ils s'attachent soit aux os, soit à la peau. Ils sont à cellules striées. La contraction, elle est volontaire, c'est-à-dire ils permettent de faire des mouvements volontaires et rapides. Le muscle lisse, appelé encore muscle viscéral, les cellules ou ces cellules sont non striées, elles sont lisses. Les muscles lisses sont des muscles qu'on trouve
dans la paroi des organes creux. C'est des muscles qui sont situés dans la paroi des organes creux. Un organe creux, comme l'estomac par exemple, est un organe qui contient une cavité avec une paroi, à l'intérieur duquel se trouve donc une cavité, entourée par une paroi. Il n'est pas plein en dedans. Il contient une cavité. Et une paroi, la paroi est formée par 3 couches. Une couche interne, c'est la muqueuse, une couche moyenne, c'est la musculeuse, et une couche externe, c'est la séreuse. La couche moyenne est formée par des muscles lisses. Donc la couche moyenne est appelée musculeuse. Donc les muscles lisses se trouvent au niveau de la paroi des organes creux. Donc les muscles lisses font partie, donc ils font partie de l'organe, ils font partie de la paroi de l'organe ou du viscère creux. Donc comme exemple, la musculeuse de l'estomac. Un autre exemple, la musculeuse de la vessie. Les fibres musculaires se contractent de manière involontaire et lente pour faire circuler des substances à travers le corps et assurer bien évidemment les fonctions viscérales. Les fibres musculaires du muscle strié font bouger le squelette. Les fibres musculaires lisses des organes creux font circuler des substances à travers le corps. Donc la contraction, elle se fait involontairement, inconsciemment. Donc comme par exemple la digestion au niveau de l'estomac, elle se fait par la contraction des muscles lisses de la couche musculeuse. Donc elle se fait involontairement et lentement. Donc la contraction, elle est involontaire et lente. Elle est sous le contrôle du système nerveux autonome. Voilà, je récapitule. Pour le muscle lisse, les fibres musculaires sont non striées. Les muscles lisses se trouvent au niveau de la paroi des organes creux, comme ici, regardez. Pour l'estomac, voilà, la paroi moyenne qui est appelée musculeuse, elle est formée par des muscles lisses. La contraction, elle est involontaire et lente. Troisième catégorie, c'est le muscle lisse ou le muscle cardiaque. Ici, les cellules sont striées, comme pour le muscle strié. Les cellules sont striées. Forme ce muscle, le muscle cardiaque, il forme la paroi contractile du cœur appelée myocarde. Le cœur est un organe ou un viscère creux aussi. Donc, il contient une cavité, plus spécialement donc 4 cavités, 2 atriums et 2 ventricules et une paroi. La paroi est formée par 3 couches, interne c'est l'endocarde, moyenne c'est le myocarde et externe c'est le péricarde. Donc le muscle cardiaque forme la paroi moyenne ou c'est la paroi contractile du cœur, appelée myocarde. Donc c'est cette partie-là qui fait circuler le sang ou propulser le sang du cœur vers tous les organes et les tissus. Donc la contraction du myocarde fait bouger le sang. Le cœur est une pompe qui propulse le sang vers tous les tissus et les organes. La contraction, elle est involontaire. Le cœur bat involontairement et automatiquement durant toute la vie. Donc la contraction est involontaire, automatique
est rythmique. Le cœur bat avec un rythme qui est régulier. Et elle est rapide. Donc la contraction du muscle cardiaque, elle est involontaire, elle s'échappe à la volonté, elle est automatique, rythmique et rapide. Pour le muscle mixte, comme son nom indique, il est mixte. Les cellules sont striées comme le muscle strié, mais la contraction, elle est involontaire, comme les muscles lisses. Donc le muscle cardiaque ou le myocarde se contracte involontairement et d'une manière automatique et rythmique. La contraction ici, elle est rapide. Bien évidemment, la contraction est sous le contrôle du système nerveux autonome. On va décrire le muscle strié, le nombre tout d'abord. Donc, les muscles striés sont en nombre de 600 muscles environ. Donc 600 muscles constants. Il existe bien sûr d'autres muscles inconstants. Les muscles striés représentent 40% du poids corporel ou du poids du corps. La constitution, chaque muscle strié est composé par une partie moyenne, c'est le corps ou le ventre du muscle. C'est la partie qui est épaisse, rouge et contractile. Donc le ventre ou le corps du muscle est la portion contractile. Elle est rouge, la portion où le corps ou le ventre il est rouge, épais et contractile. Il est constitué aussi par deux extrémités qui sont étroites, comme vous voyez, blanchâtres ou de couleur blanche et résistantes. Ce sont les tendons. Donc les tendons sont de couleur blanchâtre, étroites et résistantes. Ils sont ni contractiles ni extensibles. La partie ou la portion contractile du muscle, c'est le ventre ou le corps. Les tendons ne sont pas contractiles. La disposition et le nombre des ventres. Donc, on a un muscle simple ou monogastrique qui comporte un seul ventre. Un seul ventre, un seul corps, donc c'est un muscle simple. On a aussi, selon le nombre des ventres, des muscles composés, c'est-à-dire qu'ils contiennent plusieurs ventres ou plusieurs corps. On a le muscle digastrique, comme celui-là, un muscle qui se trouve au niveau du plancher buccal. Il est formé par deux ventres, comme vous voyez, un ventre antérieur et un ventre postérieur, et entre les deux, un tendon intermédiaire. Bien sûr, chaque ventre s'insère sur l'os par un tendon. Ce sont donc les extrémités. Le muscle digastrique, comme vous voyez, il comporte digastrique, donc deux ventres avec un tendon intermédiaire, un tendon entre les deux ventres. Comme exemple, le muscle digastrique. Toujours le muscle composé, on a un muscle multigastrique, comme son nom indique, multi ou poly, plusieurs ventres. Donc plusieurs ventres ou corps et plusieurs tendons intermédiaires. Voilà, ce muscle est un muscle multigastrique, plusieurs ventres et plusieurs tendons intermédiaires. Comme exemple, on a le muscle droit de l'abdomen. Tout ça est un seul muscle formé par plusieurs ventres et plusieurs tendons intermédiaires. Ça, c'est un muscle multigastrique. Toujours les muscles composés, on a un muscle bifide, donc il comporte deux ventres ou deux corps. Mais ici, les ventres ne sont pas successifs, ils se disposent parallèlement. Le muscle bifide est un muscle composé parce qu'il comporte plus d'un corps, mais les ventres sont disposés parallèlement, comme vous voyez ici, comme exemple, le biceps brachial. Bifide, deux ventres.
multifide, toujours le muscle composé, multifide, plusieurs ventres qui se disposent parallèlement, comme ici ce muscle qui se trouve au niveau de la loge antérieure de la cuisse, formé par 4 ventres disposés parallèlement, c'est le quadriceps fémoral. Regardez, il est formé par ce ventre, c'est le droit antérieur, les 2 vastes internes et externes, et en arrière et au milieu, le vaste intermédiaire, donc 4 corps disposés parallèlement. Le muscle composé est formé par plusieurs ventres, plusieurs corps. On parle de digastrique ou multigastrique quand les ventres se succèdent. Alors, entre un ventre et un ventre, on trouve un tendon intermédiaire. Et on parle de muscles bifides et multifides quand les ventres se disposent parallèlement. Bi, donc 2 ventres. Multi, plusieurs ventres. 3 ou 4. Selon la forme du muscle strié, on peut avoir un muscle lent, comme vous voyez. La longueur prédomine par rapport à la largeur et à l'épaisseur, comme exemple le muscle sartorius, appelé encore muscle couturier. C'est un muscle qu'on trouve au niveau de la loge antérieure de la cuisse. On a un muscle plat ou un muscle large. La longueur et la largeur prédominent par rapport à l'épaisseur. Regardez, les muscles plats sont des muscles qui sont à la fois lents et larges. Exemple, le muscle grand dorsal. C'est un muscle qui se trouve au niveau de la région dorsale, au niveau du dos. On a aussi des muscles courts, où les 3 dimensions sont réduites, la longueur, la largeur et l'épaisseur donc sont réduites. Ce sont de petits muscles qu'on trouve au niveau, par exemple, au niveau de la main. Exemple, les muscles de la loge thénare. Voilà, ça c'est un muscle court. Ça c'est un muscle court. La loge thénare, c'est une loge musculaire au niveau de la main. Donc au niveau de la main, on a 3 loges musculaires. Une loge externe, c'est la loge thénare. Une loge moyenne et une loge interne, c'est la loge hypothénare. Les muscles qui forment la loge thénare ou les muscles, le groupe musculaire qui accompagne donc le pouce sont des muscles courts. Le muscle annulaire, comme son nom indique, il forme un anneau. C'est un muscle qui est situé autour des orifices comme celui-là. Exemple, donc l'orbiculaire de la bouche. Donc selon la forme, on a ou bien un muscle lent, un muscle large, un muscle court, un muscle annulaire ou un muscle géométrique. Donc un muscle a une forme géométrique comme le trapèze, le carré, donc une forme comme donc le carré pronateur, une forme carrée comme vous voyez, et une forme triangulaire. Comme exemple, le muscle triangulaire des lèvres, il a une forme en triangle, une forme triangulaire. L'insertion des muscles striés. Chaque muscle présente 2 insertions, une origine et une terminaison. Chaque muscle présente 2 attaches ou 2 insertions, une appelée origine et autre appelée terminaison. L'origine correspond à l'insertion proximale. Proximale, c'est-à-dire la plus proche de la racine du membre, ou l'insertion qui est proche de l'axe du corps. Donc on parle d'insertion proximale pour les muscles des membres, thoracique ou inférieur, et l'insertion la plus proche de l'axe du corps concernant les muscles des parois. Donc l'origine est généralement fixe. La terminaison, c'est le contraire.
Elle correspond à l'insertion distale, c'est-à-dire l'insertion qui est loin de la racine du membre, ou à celle qui est située loin de l'axe du corps. La terminaison est mobile. Le muscle, lorsqu'il se contracte, il tire le point de terminaison et donc il assure le mouvement. Donc l'insertion, elle se fait en 2 points. Donc on a une origine, c'est l'insertion proximale, l'insertion qui est proche de la racine du membre concernant les muscles des membres, ou l'insertion qui est proche de l'axe du corps concernant les autres muscles. Et la deuxième insertion, c'est la terminaison, c'est l'insertion qui est loin de la racine du membre. C'est l'insertion distale ou l'insertion qui est loin de l'axe du corps. L'insertion du muscle, elle se fait soit directement par des fibres charnues, donc l'insertion, elle se fait généralement la forme la plus fréquente, elle se fait par un tendon. Elle se fait par une lame fibreuse étroite qui est le tendon. On a vu tout à l'heure, le muscle est formé par un corps et 2 extrémités qui sont les tendons. Le muscle s'insère par le tendon. Il peut s'insérer directement par des fibres charnues. Donc le muscle, il peut s'insérer directement par son corps. Donc voilà, il peut s'insérer par des fibres charnées, par un tendon, c'est la forme la plus fréquente, et soit par une lame fibreuse large, c'est l'aponévrose. L'aponévrose, c'est l'équivalent du tendon, mais c'est une lame qui est large, c'est une lame fibreuse qui est large, donc elle fait suite aux muscles larges. On passe aux structures annexes aux muscles, c'est-à-dire les structures voisines aux muscles qui facilitent son action et sa fonction. Parmi ces structures, on a le fascia musculaire ou l'aponévrose de revêtement. C'est une membrane fibreuse dense qui entoure et qui engaine les muscles. Vous voyez ici le fascia musculaire coloré en vert. C'est une membrane, comme vous voyez, qui entoure les muscles. Je vous explique le schéma. Le schéma représente une coupe horizontale ou une coupe transversale au niveau de la cuisse. Nous avons de la profondeur à la superficie un squelette. Le squelette de la cuisse est formé par un seul os, qui est le fémur. Voilà, ça c'est une coupe horizontale du fémur. Les muscles, on a un groupe antérieur, un groupe postérieur et un groupe médial. Ces muscles sont entourés par une membrane fibreuse qu'on appelle le fascia musculaire. C'est une membrane qui entoure, comme vous voyez, et qui engaine les muscles. Le rôle, est de renforcer les muscles. Puis, donc de la profondeur à la superficie, on a l'os, les muscles, le fascia qui entoure les muscles et le tissu cellulaire subcutané et la peau. Deuxième structure, le septum musculaire. Le septum musculaire est une cloison fibreuse qui sépare les groupes musculaires. Voilà, vous voyez ici une coupe schématique au niveau du bras. Voilà, le squelette est formé par un seul os qui est l'humérus. Les muscles ne sont pas mis en place ici, on a enlevé les muscles. Vous voyez juste le fascia brachial ou le fascia musculaire qui entoure les muscles du bras. Et ça, c'est le tissu cellulaire subcutané et la peau. Du fascia musculaire se détachent des cloisons qu'on appelle les septums musculaires qui séparent les groupes musculaires. Par exemple, au niveau des groupes ou les loges musculaires. Par exemple, au niveau du bras, nous avons 2 loges, une loge antérieure qui contient le groupe musculaire antérieur et une loge postérieure qui contient le groupe musculaire postérieur du bras. Ces 2 loges ou ces 2 groupes sont séparés par des cloisons qu'on appelle les septums musculaires.
Ça, c'est le septum musculaire médial et ça, c'est le septum musculaire ou intermusculaire latéral. La membrane interosseuse, comme le nom indique, est un septum aussi, mais qui est tendu entre deux os. C'est un septum qu'on trouve entre des os. Comme exemple ici, on a la membrane interosseuse de l'avant-bras. C'est une membrane qui se trouve entre les deux os de l'avant-bras, qui sont le radius et l'ulna. Voilà la membrane interosseuse. Et la voilà sur une coupe horizontale. Ça, c'est une coupe horizontale du radius et de l'ulna. Et ça, c'est une vue antérieure du radius et de l'ulna. L'aponévrose d'insertion, c'est un prolongement tendineux des fibres musculaires. On a dit tout à l'heure que le muscle s'insère soit par des fibres charnues, soit par un tendon, soit par une aponévrose d'insertion. Donc, c'est un prolongement tendineux des fibres musculaires, donc surtout les muscles larges. C'est les tendons des muscles plats ou des muscles larges. Vous voyez ici les muscles larges de l'abdomen qui s'insèrent par une aponévrose d'insertion. L'aponévrose d'insertion, elle s'étend en nappe, donc elle s'étend comme une nappe et en gaine et forme des gaines musculaires. Comme par exemple ici cette aponévrose d'insertion, elle engaine le muscle droit de l'abdomen. La bourse synoviale, c'est un sac conjonctif qui est rempli de synovies. La bourse synoviale est une poche conjonctive qui est remplie, à l'intérieur duquel on trouve le liquide synovial. Le liquide synovial est un liquide biologique clair ou transparent ou jaune clair qui assure le glissement, donc qui facilite le glissement. Donc cette poche ou cette bourse synoviale, elle favorise donc le glissement d'un muscle contre un os, un muscle contre une articulation ou un muscle contre un autre muscle. Donc la bourse synoviale, c'est une poche remplie du liquide synovial. On la trouve soit entre deux muscles, un muscle et un autre muscle, soit un muscle et un os, soit un muscle et une articulation. Donc, c'est un élément qui favorise le glissement des muscles ou le glissement des muscles. Les gaines séreuses péritendineuses, ce sont des bourses séreuses, mais qui enveloppent les tendons. Voilà, c'est le même principe que les bourses séreuses, mais ce sont des gaines péritendineuses, c'est des gaines ou des bourses séreuses qui enveloppent les tendons des muscles. Voilà, ça c'est une bourse ou une gaine séreuse péritendineuse. Donc, elle facilite le glissement des tendons, du tendon contre l'os ou des tendons entre eux. Voilà, ça c'est une gaine séreuse péritendineuse et ça c'est une gaine, donc elle facilite le glissement des tendons entre eux. La gaine fibreuse ou les gaines fibreuses, ce sont des gouttières fibreuses qui délimitent avec l'os des canaux ostiofibreux. Regardez, ça c'est un os, ça c'est un tendon entouré par sa gaine séreuse et ça c'est une gaine fibreuse. La gaine fibreuse est une gaine, comme son nom indique, fibreuse, qui délimite avec l'os un tunnel ou un canal ostéofibreux. Ostéo par rapport à l'os et fibreux par rapport à la gaine fibreuse. Donc, entre les deux se trouve un canal ou un tunnel, un canal ostéofibreux dans lequel passe le tendon. Son rôle, elle livre le passage au tendon. On passe à l'anatomie fonctionnelle. Donc, parmi les muscles, donc on a des muscles agonistes. Les muscles agonistes, ce sont des muscles qui permettent le même mouvement. Comme exemple, ça c'est le muscle biceps brachial, sa fonction est la flexion
du bras, la flexion du coude. Et ça, c'est un muscle coracobrachial. C'est un muscle fléchisseur aussi du coude. Ce sont des muscles agonistes. Ils permettent le même mouvement. Les muscles synergiques. Les muscles synergiques, c'est des muscles qui augmentent l'action du muscle. Les muscles fixateurs, c'est des muscles qui immobilisent l'articulation, ils fixent l'articulation. Les muscles polyarticulaires, c'est des muscles qui mobilisent plusieurs articulations, comme exemple le muscle biceps. Regardez, il mobilise l'articulation de l'épaule et l'articulation du coude. Il s'étend de l'épaule vers le coude, donc il mobilise deux articulations. On appelle ça les muscles polyarticulaires. Donc il mobilise plusieurs articulations. Muscles monoarticulaires, comme celui-là, le coracobrachial, il mobilise une seule articulation. Regardez, il mobilise l'articulation du coude, donc il est monoarticulaire. Les muscles antagonistes, c'est le contraire des muscles agonistes, c'est des muscles qui assurent des mouvements inverses. L'un fait la flexion, l'autre assure l'extension. Un il fait la rotation interne, l'autre il assure la rotation externe. Donc comme flexion et extension, pronation et supination, l'un il fait la pronation, l'autre il fait la supination. Et la rotation interne et externe, ce sont des mouvements qui sont inverses. Comme exemple ici, le biceps et le triceps. Le biceps est un muscle fléchisseur. Lorsqu'il est contracté, il assure la flexion du coude. L'autre muscle qui est en arrière, le triceps, il est relâché. C'est un muscle extenseur. Ça, c'est un fléchisseur et ça, c'est un extenseur. Donc, celui-là est contracté pour assurer la flexion, l'autre est relâché. Dans le mouvement contraire, donc le triceps est un muscle extenseur, c'est un muscle qui étend le coude. Au moment de l'extension, le triceps est contracté et le biceps est relâché. Ce sont des muscles antagonistes. Ils assurent ou permettent des mouvements inverses. L'exploration musculaire, c'est-à-dire les différentes techniques qui permettent de voir l'état du muscle ou le fonctionnement du muscle. Parmi ces explorations, parmi ces techniques, on a l'échographie, l'électromyogramme, l'EMG, c'est une technique qui enregistre l'activité électrique du muscle. La tomodensitométrie ou la TDM, c'est le scanner. Et l'IRM, imagerie par résonance magnétique. Voilà les techniques qui permettent d'explorer le muscle. On termine par les pathologies. Parmi les pathologies musculaires, donc on a une pathologie fréquente, c'est la crampe. La crampe est une contraction musculaire involontaire. Elle est brutale. Elle est transitoire et elle cesse spontanément. Donc la crampe est une contraction musculaire brutale, involontaire. Elle n'est pas permanente, elle est transitoire qui peut cesser spontanément. La contracture, c'est le contraire. Donc c'est une contraction musculaire, involontaire aussi, mais elle est permanente. Donc, la contracture est une contraction musculaire involontaire douloureuse. Elle est permanente. Les courbatures, ce sont des douleurs musculaires diffuses. La déchirure musculaire c'est une déchirure du muscle ou rupture du muscle suite à un étirement excessif. Par exemple, le muscle peut se déchirer. On a aussi la bursite. La bursite,
c'est l'inflammation des bourses séreuses. It, donc c'est une inflammation. Bursite, c'est l'inflammation des bourses séreuses. Voilà, le cours est terminé. Je vous remercie.